Par définition, le travail d'une force est le produit de la norme de la force par la norme de déplacement de son point d'application. Alors ça, c'est valable seulement si la force et le déplacement sont parallèles. Donc lorsque la force et le déplacement sont parallèles, on dit que le travail est égal au produit de la force par son déplacement. Il existe deux types de travail. On peut avoir un travail moteur et un travail résistant. Alors le travail moteur, c'est dans le cas où la force et le déplacement sont de même sens. Donc si on prend l'exemple d'une main qui soulève un objet quelconque, donc si on dit que la main soulève l'objet, on peut déjà dire que le déplacement est vers le haut. Et on peut également dire que donc si on considère le travail de la force effectuée par la main, on peut dire que cette force est également vers le haut. Donc voilà la force vers le haut. Et donc, on voit bien qu'ici, la force et le déplacement sont de même sens. Tous ces deux éléments sont vers le haut. Et dans ce cas-là, lorsque la force et le déplacement sont de même sens, on dit que le travail est un travail moteur. Et le travail moteur est toujours positif. Donc, écrire que le travail moteur est égal à la force qui est positive fois le déplacement. Avoir un travail résistant. Alors dans ce cas, je reprends le même exemple, donc toujours la main qui soulève l'objet. Par contre ici, je ne vais pas considérer la force effectuée par la main, mais je vais tout simplement considérer le poids qui attire l'objet vers le bas. Donc on a le poids G qui attire l'objet vers le bas. Donc cette force est vers le bas. Par contre, étant donné que étant donné que la main soulève l'objet, on a toujours un déplacement vers le haut. Et dans ce cas-là, on voit très bien que le sens de la force n'est pas identique au sens de déplacement. Donc la force ici, c'est le poids. On ne tient pas compte de la force exercée par la main, mais la force effectuée, donc exercée par le centre de la Terre est vers le bas, donc le poids est vers le bas, tandis que le déplacement est vers le haut. Dans ce genre de situation, on voit toujours bien que les deux éléments, donc la force et le déplacement, sont parallèles. Par contre, les sens sont inversés, et donc dans ce genre de situation, on dit que le travail effectué par cette force-là est nul parce que c'est un travail résistant. Et donc, on peut dire que le travail résistant est égal à moins F. Le F, donc la force ici, c'est le poids dans ce cas-là. Mais on peut aussi avoir d'autres forces qui effectuent un travail résistant fois le déplacement. Et donc, le travail résistant sera toujours négatif. Si on a une force et un déplacement qui sont parallèles, on peut dire que la formule pour calculer le travail est celle-ci, donc F fois D. Et on peut avoir deux types de situations, deux types de travail où la force et le déplacement sont parallèles. Dans la première situation, on a des sens identiques, donc les sens de la force et du déplacement sont identiques. Et dans ce cas-là, on a un travail moteur. Attention, donc la force et le déplacement sont toujours parallèles. Et dans le deuxième cas, dans la deuxième situation, on a toujours une force et un déplacement qui sont parallèles. Par contre, les sens sont bien inversés. Et dans ce cas-là, donc, on a un travail résistant, et le travail résistant est toujours négatif, tandis que le travail moteur est toujours positif. Donc, par exemple, dans cette situation, on peut voir qu'on a deux types de travail, un travail résistant et un travail moteur. Le travail résistant est effectué par le poids, et le travail moteur est effectué par la force de la main. Et lorsqu'on réalise, comme ici, la somme des travaux, des forces qui s'exercent sur un objet, ici l'objet, c'est l'objet qui est soulevé, on peut dire qu'en absence de frottement, au signe près, le travail des forces motrices est toujours égal à celui des forces résistantes. Donc la valeur absolue de ces deux travaux seront toujours les mêmes. Donc j'ai bien dit que ça c'est valable seulement lorsque la force et le déplacement sont parallèles. Donc je vais mettre parallèle ici entre parenthèses. Alors on peut aussi avoir une force et un déplacement qui sont perpendiculaires. Je vais vous montrer un exemple. Voilà le beau dessin. Alors dans cet exemple, on a une personne qui soulève un objet et qui est en train de marcher. Donc, il doit exercer une force forcément afin de pouvoir tenir l'objet tout simplement. Étant donné qu'il est en train de marcher dans un sens précis, on va dire qu'il marche par exemple par là, on peut déjà tracer le vecteur du déplacement de manière horizontale.
parce qu'on considère que la personne est en train de se déplacer et donc l'objet qui subit la force de la personne est également en train de se déplacer dans le même sens que la personne. Comme il est en train de tenir l'objet, et étant donné que la Terre attire l'objet vers le bas, étant donné qu'on a un poids qui attire l'objet vers le bas, la force que cette personne doit exercer doit être de sens contraire au poids, donc le poids est vers le bas, et donc cette personne doit exercer une force vers le haut. Et donc dans ce cas-là, on voit bien que si on transate cette force, on voit bien qu'on a un angle droit entre le déplacement et la force. Et dans ce genre de situation, on peut dire que le travail effectué par cette force, qui est perpendiculaire par rapport au déplacement, est nul, tout simplement. Donc pour la formule, on peut écrire que le travail qui est perpendiculaire, donc c'est-à-dire dans le cas où la force et le déplacement sont perpendiculaires, il est nul, donc ce travail vaut 0. Mis à part ces deux situations, on peut aussi avoir une situation dans laquelle la force et le déplacement sont ni parallèles ni perpendiculaires. Donc voilà un exemple. On a une personne qui est en train de marcher et qui est en train de déplacer sa valise en même temps. Donc étant donné que cette personne est en train de marcher, elle se déplace et sa valise se déplace en même temps qu'elle. Et donc on peut déjà tracer le vecteur de déplacement. Voici le vecteur de déplacement en rouge. Et alors, on peut aussi tracer le vecteur de la force exercée par la personne. Ici, on ne tient pas compte du poids. On a bien sûr un poids qui attire l'objet vers le bas, mais on veut surtout calculer le travail effectué par la force exercée par cette personne. Et donc, cette force va être plutôt oblique. Donc, je vais tracer le vecteur de la force exercée par la personne sur la balise. Je vais placer ce vecteur plus ou moins ici, ou alors on peut même le translater ici. Donc, je vais tracer les deux vecteurs. Donc voilà, de base, le vecteur de la force est ici. Je vais juste le translater ici, de manière à ce qu'on puisse avoir le vecteur de la force et du déplacement qui démarre au niveau du même point. Voici le vecteur qui est translaté. Alors ici, on voit très bien que ce vecteur de la force et le vecteur de déplacement sont ni parallèles ni perpendiculaires, mais on a plutôt un angle ici entre la force et le déplacement. On va mettre en évidence les composantes de cette force qui seront donc parallèles et perpendiculaires par rapport au déplacement. Donc, je peux reporter ici le vecteur de la force de manière à ce que ce vecteur soit parallèle. Et je peux également reporter ce vecteur de manière verticale, pardon, plutôt comme ça, hop, et tracer la composante de ce vecteur qui est perpendiculaire par rapport au déplacement. Donc ici, je viens de reporter tout simplement le vecteur de la force de manière parallèle et de manière perpendiculaire par rapport au déplacement. Et en faisant cela, on voit bien qu'on a des triangles qui apparaissent. Alors, on peut déjà essayer de calculer le travail de cette force perpendiculaire et le travail de cette force parallèle. Donc ici, on voit bien que cette force-là, enfin, cette composante de cette force qui est perpendiculaire, donc elle est perpendiculaire par rapport au déplacement. Donc pour cette composante, on peut dire que le travail est égal à 0, tout simplement. Donc le travail, oups, je vais faire une flèche ici. Étant donné que cette force est perpendiculaire, on peut dire que le travail effectué par cette force est nul. Et alors, on peut également essayer de calculer le travail effectué par cette force-ci. Alors cette force, donc cette composante de la force exercée par la main, elle est bien parallèle par rapport au déplacement et son sens est identique par rapport au déplacement. Donc je peux dire que le travail de cette force est égal à F perpendiculaire fois le déplacement. Donc ici on peut avoir une valeur pour ce travail. Par contre, attention, la force que j'utilise ici, c'est pas la force directement exercée par la main, mais c'est plutôt la composante de cette force. Et donc, je peux remplacer ceci par la force d'origine. Donc, tout simplement, je vais passer par ce katoa afin de connaître la valeur, enfin, même si on ne connaît pas encore ici les valeurs, je peux trouver la formule qui va me permettre de calculer le travail, non pas pour la composante parallèle de cette force, mais le travail
directement de cette force. Donc, je vais passer par ce katoa. Alors, j'ai refait le dessin en plus grand. Donc, j'ai ici la force, le vecteur de la force exercée par la main sur la balise. J'ai le déplacement en rouge et j'ai la composante parallèle de cette force ici en horizontal, plus ou moins en vert. J'ai pas remis la composante, enfin je peux la remettre, la composante qui est parallèle. Donc la composante de cette force qui est parallèle, mais je ne dois pas en tenir compte parce que on a vu tout à l'heure que le travail de cette force est nul parce que c'est une force qui est parallèle par rapport au déplacement. Par contre, on a vu que le travail de la force ici qui est parallèle n'a pas une valeur nulle parce que c'est un travail moteur qui est effectué par cette force. Donc on a écrit que le travail de cette force est égal à cette force qui est parallèle fois le d, donc fois le déplacement. Alors, ici, donc, comme j'ai dit, pour calculer le travail de cette force ici en jaune, je peux utiliser cette formule. Par contre, je dois remplacer cette force qui est cette composante parallèle par la force d'origine. Donc, je vais d'abord essayer de voir que vaut cette force qui est parallèle par rapport à la force F normale. Alors ici, cette force ici, c'est plutôt le côté... Donc ici, on a un triangle rectangle avec l'angle droit qui se trouve ici. Donc ici, on a l'hypoténuse. Donc je vais écrire ici entre parenthèses H pour hypoténuse. Et alors ici, on a l'angle donc qui sépare le déplacement de la force. Donc on a ici le côté opposé. Et donc ici, la force, la composante parallèle, c'est plutôt le côté adjacent. Donc, je peux utiliser K de ce katoa pour trouver donc que vaut ce côté adjacent. K, c'est quoi? C'est le cosinus de l'angle est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Donc ici, c'est la valeur du côté adjacent que je cherche à trouver. Donc le F parallèle, c'est bien le côté adjacent du triangle. Et alors, donc, si je retourne la formule, je peux dire que le côté adjacent est égal à l'hypoténuse fois le cosinus de l'angle. Donc là, je retourne juste la formule K. Donc, le côté adjacent, c'est quoi? C'est la force parallèle. L'hypoténuse, je rappelle, c'est la force F normale. Et alors, le cosinus de l'angle. Donc, l'angle, c'est bien ici l'angle qui se trouve entre le D et le F. Donc, je vais réécrire ceci, mais avec les noms des vecteurs. Donc, le côté adjacent, c'est la force parallèle, est égal à l'hypoténuse, c'est-à-dire F, fois le cosinus de l'angle. Donc maintenant, on sait calculer le travail, non pas avec la force parallèle, mais avec la force F d'origine, donc c'est-à-dire la force qui tire l'objet. Donc, on peut remplacer ceci dans cette formule pour calculer le travail de la force exercée par la main sur la balise. Donc, ici, c'est juste un exemple. En tout cas, lorsque nous avons une force qui est ni parallèle ni perpendiculaire par rapport au déplacement, nous pouvons utiliser la formule. Donc, je vais réécrire la formule, qui est donc le travail est égal, donc ici je remplace ceci dans cette formule, est égal à F, la force qui est ni parallèle ni perpendiculaire par rapport au déplacement, fois le cosinus de l'angle, fois le déplacement. Voilà cette formule. Donc, à partir du moment où vous constatez que la force qui est exercée n'est ni parallèle ni perpendiculaire par rapport au déplacement, sachez que vous pouvez utiliser cette formule. Donc, dans ce genre de situation, vous prenez la valeur de la force, vous la multipliez par le cosinus de l'angle et par le déplacement. Une fois que vous appliquez cette formule, vous obtenez donc le travail effectué par cette force.